Donc, je vais tout de suite présenter notre premier conférencier. Alors, c'est M. François Chapleau. Monsieur Chapleau est professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa, spécialiste en écologie, systématique, zoologie, sciences de l'environnement. Il a mis ses connaissances et sa vaste expérience scientifique au service de divers enjeux sociaux comme l'enseignement de la science au secondaire et la liberté universitaire. Inquiet de l'impact de l'idéologie de genre sur la société, il a créé en 2024 une série de 5 courtes vidéos pour expliquer la réalité biologique et scientifique du sexe en nature chez l'humain. Série largement saluée notamment par les parents dépassés par ce qui se passe à l'école et d'ailleurs j'en passe une capsule moi dans mes cours et c'est très très bien fait. Monsieur Chapleau plaide de manière courageuse pour un retour à la raison au sein du corps enseignant. Voici la mise en garde qu'il envoie aux professeurs. Si vous entérinez ou enseignez ces notions pseudo-scientifiques, vous devenez complice d'un endoctrinement idéologique qui peut nuire à l'éducation, mais aussi au développement et à la santé mentale de vos élèves. Je fais donc appel à votre professionnalisme afin que vous protégiez les enfants face à cette idéologie délétère fondée sur une fraude intellectuelle. Alors, rien de moins. Alors, je lui cède la parole. Bon. Alors, c'est bon? Le son, oui. Alors, bonjour. Merci beaucoup d'être ici ce matin à 9 h. Vous êtes très courageux de venir écouter un cours de biologie à 9 h. Ça va peut-être vous rappeler des mauvais souvenirs de l'école secondaire. Mais j'ai l'intention de, comme indique le titre de la présentation, de parler de sexe à l'école, de la binarité du sexe et des conséquences. Expliquer cette binarité, puis expliquer aussi toutes l'espèce de mouvement anti-binaire qui s'est mis en place depuis, je dirais, une quinzaine d'années, puis qui marque notre société actuellement. Alors, je mets ce contexte-là parce que habituellement, quand je discute de ces choses-là sur le web ou ailleurs, la première chose qu'on me dit, c'est que je suis transphobe et ça n'a rien à voir. OK? Essentiellement, ce que je veux faire, moi, ici, c'est de rétablir la définition scientifique du sexe et qu'on la connaisse, puis qu'on la comprenne, puis la mettre de façon rationnelle, la présenter de façon rationnelle. Comme je vais parler d'un petit peu de pensée critique, vous allez voir que mon analyse est assez rapide là-dessus. Alors, la pensée critique, capacité d'analyser, d'évaluer des informations de manière objective pour former un jugement raisonné. Puis, de l'acquisition de la pensée critique à l'école, ça repose sur la pratique de l'autocritique, l'analyse objective des informations, remise en question des préjugés et la recherche active de solutions basées sur des preuves. Je peux dire déjà que tout ce qui concerne le sexe binaire à l'école, présentement, est un affront à la pensée critique. Alors donc, c'est presque ma conclusion là-dessus, mais vous allez voir que mes arguments vont dans ce sens. Le plan de ma présentation, relativement simple, je vais commencer par vous offrir une définition du sexe de façon très simple, sexe binaire. Après ça, je vais vous présenter les arguments anti-binaires. Au lieu de présenter des arguments provenant de plusieurs écoles, je vais simplement les regrouper comme étant anti-binaires. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et par la suite, on va parler de sexe et éducation, notamment de ce qui se passe à l'école. En biologie, la binarité sexuelle ou l'existence de mâles et de femelles, c'est un concept qui est central pour comprendre des éléments importants de la biologie de près tous les êtres vivants. Alors notamment tout ce qui est reproduction, hérédité, il faut parler de binarité. Tout ce qui est l'évolution de la vie, la diversité de la vie, certainement au niveau des espèces sexuées, la binarité sexuelle c'est central. La dynamique écologique des plantes et des animaux, à savoir des espèces en voie de disparition, des espèces envahissantes, c'est toute la dynamique de la reproduction qui est important de comprendre. Donc, c'est la binarité, le fait d'avoir des mâles et des femelles qui est important. Puis finalement, la compréhension du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence entre les mâles et les femelles. Le fait qu'il y ait une différence entre mâles et femelles, c'est le résultat de pression sélective, de l'évolution indépendante des deux sexes. Et ça reflète donc le fait qu'on ait des hommes et des femmes, ça reflète
une réalité qui évolue depuis plus de 100 000 ans, en fait 300 000 ans pour l'humain. Alors donc, c'est extrêmement important de comprendre que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'un processus évolutif et qui est extrêmement important et qui a des réalités concrètes. Alors donc, on va discuter de ça. Je vais parler un petit peu de genre, mais pas beaucoup, parce que je sais qu'il y a d'autres conférenciers et conférencières qui vont en parler. Je vais quand même, il faut que je fasse un parallèle entre sexe binaire et genre. Alors donc, sexe binaire, c'est une réalité observable. On peut le voir, OK? La réalité des femmes, des hommes, la réalité des mâles, femelles, on peut la voir, qui existe depuis 1 milliard d'années, puis qui est présente présentement à peu près toutes les espèces de plantes et d'animaux qui nous entourent. Alors, le genre, c'est une notion humaine. Okay, on ne parle pas de la réalité de tous les animaux et les plantes, d'une notion humaine qui fait référence. J'ai pris une définition, il en existe autant de définitions que de sites web pour le genre, mais celle-là, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, le genre est une notion humaine qui fait référence au cadre social dans lequel vit une personne, c'est-à-dire les normes, comportements, rôles associés au fait d'être une femme, un homme, une fille, un garçon, ainsi que les relations entre ces catégories. J'ai pris celle-là parce que je la trouvais binaire. Et je trouvais ça, peut-être que s'il y avait une bonne définition de genre, elle devrait avoir cette vision-là. Et l'identité de genre est un sentiment d'appartenance à un genre. C'est à peu près la définition la plus simple que je peux donner. C'est pas une bonne définition parce que le mot genre est dedans, mais il reste que c'est la chose la plus simple. Et j'insiste sur le fait de réalité observable et sentiment. On va voir un peu ce qu'il y en est dans quelques minutes. En ce moment, ce qui se produit souvent, puis on le voit, je le vois à chaque fois que dans un article de la presse, Devoir, peu importe des médias, on fait souvent, on utilise les termes sexe et genre de façon interchangeable, comme si c'était des synonymes. Alors pourtant, un est une catégorie biologique stricte, l'autre est une catégorie sociale. Alors ça n'a vraiment aucun rapport. Et ma présentation, je veux jeter un regard scientifique là-dessus. Alors donc, la définition du sexe. Une définition, la reproduction sexuée implique toujours 2 gamètes, 2 cellules sexuelles. Alors un petit, le spermatozoïde, qui est la plus petite cellule à l'intérieur d'un corps, et un gros, un ovocyte ou un ovule chez l'humain, qui est la plus grande cellule à l'intérieur du corps. Et cette asymétrie-là est absolument importante, et c'est la fusion de ces 2 cellules-là qui va créer un nouvel individu. Donc, la fusion de ces cellules-là va faire que le matériel génétique va donc être, qui provient de chacun des gamètes, va se fusionner. Alors ça, c'est une définition universelle. Toutes les plantes et animaux à reproduction sexuée ont ce mécanisme-là. Le sexe mâle correspond à l'individu qui possède une anatomie, physiologie, qui a le potentiel de produire de petits gamètes, donc, et le sexe femelle correspond à l'individu qui possède une anatomie, physiologie, qui a le potentiel de produire de gros gamètes. Cette définition-là, donc, de mâle et femelle, c'est la définition binaire du sexe. C'est fini. Je pourrais arrêter la présentation ici, puis tous les biologistes seraient heureux, et c'est ça le sexe. Malheureusement, il me reste 55 minutes à discuter les objections par rapport à ceci. Alors donc, cette définition-là du sexe, c'est une vieille définition. C'est un vieux concept qui n'a jamais été réfuté. J'ai sorti une citation ici, je vous laisse la lire, qui a été publiée en 1903. Et c'est exactement la définition que je viens de donner. L'avantage ou la force de cette définition-là, c'est qu'elle est réfutable, elle est falsifiable. Mais elle n'a jamais été falsifiée, elle n'a jamais été réfutée. Ça serait facile de le faire. Il s'agirait de trouver un 3e gamète, un 3e type de gamète. Il n'y en a pas en nature. Alors, il n'y a pas de 3e type de gamète, il n'y a pas de 3e sexe. Alors donc, c'est une hypothèse qui est encore très solide. Alors, quelques faits à propos du sexe humain, c'est important de le dire parce que ça va devenir important plus tard en présentation. Chaque individu appartient à un seul sexe toute sa vie. Le sexe est immuable et est inscrit dans chaque cellule du corps. La trajectoire ou la voie développementale mâle ou femelle est déterminée à la conception par l'assemblage des chromosomes sexuels provenant des 2 gamètes. Alors, la femme et la femelle adulte de notre espèce, l'homme et le mâle adulte de notre espèce. Ça, c'est la perspective biologique. C'est d'une grande simplicité. J'ai décidé de présenter sous forme graphique un peu ce que je viens de dire, mais je vais réutiliser ce graphique-là souvent pendant ma présentation pour vous présenter les théories antibinaires. Alors, premièrement, la reproduction en isogame, qui est indiqué ici. Alors, donc, on a nos gamètes, l'ovocyte, le grand gamète ou le gros gamète, et le spermatozoïde, le petit gamète. Chez les humains, le grand gamète va porter une copie des 23
chromosomes, mais le chromosome sexuel va toujours être un X, et chez les mâles, le chromosome sexuel va être un X ou un Y. De sorte qu'après la fertilisation, on tombe, le développement sexuel va se faire soit femelle, soit mâle, femelle étant XX, mâle étant XY, et vous allez avoir ici tout le développement anatophysiologique que j'ai mentionné dans ma définition, et ceci, ultimement, va faire en sorte qu'une personne mature va produire soit un ovocyte, soit un spermatozoïde. Très, très simple. À cette image-là, c'est la définition de sexe binaire. Alors, dans la deuxième partie de cette présentation, je vais vous parler des arguments antibinaires. Je vais parler un peu de biologie queer. Ça explique en grande partie la controverse qui existe actuellement. Et je vais donner 3 exemples d'utilisation de cette biologie queer dans le monde vivant, et notamment en utilisant des poissons. J'aime bien les poissons. Alors, l'hippocampe, les hermaphrodites, et je vais également parler d'isogamie. Ça, c'est au début. Puis après ça, on va parler un peu des hypothèses antibinaires liées à l'humain. Alors, donc, les personnes intersexes et le sexe en tant que spectre, puis une sous-catégorie du sexe en tant que spectre qui est le sexe en tant que construction sociale. Et on va voir l'impact de ceci. On va pouvoir placer après ce qui est enseigné dans les écoles, dans les catégories, je pourrais dire, antibinaires. Alors, la biologie queer, qu'est-ce que c'est? Ça s'inspire évidemment de la théorie queer. Je ne commencerai pas à l'expliquer ici. Je vais simplement indiquer que c'est une approche qui souhaite remettre en question les hypothèses hétéronormatives, cisnormatives et binaires qui influencent la biologie et l'écologie en examinant la fluidité de la sexualité et du sexe chez les espèces et les écosystèmes. Alors, encore ici, il y a beaucoup de définitions associées avec la biologie queer, mais essentiellement, on veut remettre en question les normes sociétales par l'étude de la nature. C'est un peu bizarre, mais c'est la réalité. Le constat que je fais de cette biologie queer, c'est qu'il n'y a vraiment aussi aucune quête objective de la vérité. En fait, on a une il y a une volonté d'appliquer un filtre idéologique qui est antibinaire sur le vivant et l'humain. On essaie de trouver des exemples dans la nature qui confirment cette idée. Alors, l'interprétation queer, de fait, est fondée sur un sophisme. En fait, plusieurs sophismes, je vais en mentionner un. Le sophisme naturaliste, ou ce qu'on appelle l'appel à la nature, où on cherche dans la nature des exemples qui confirment nos valeurs morales. Alors donc, autrement dit, l'idée, c'est que si c'est présent dans la nature, c'est bon pour l'humain. Alors donc, on cherche dans la nature des exemples qui confirment ce qu'on veut, ce qu'on souhaite que la société humaine accepte. Alors ce sophisme, d'un point de vue d'un biologiste sérieux, c'est totalement malhonnête. Tous mes étudiants, une des premières choses qu'on leur dit, mes étudiants diplômés que j'ai eus ou mes étudiants de sous-gradués qui ont travaillé pour moi, je leur dis, on examine la nature pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'on veut qu'elle soit. Okay? C'est très important d'être le plus honnête possible dans notre description de la nature. C'est de base. Je veux dire, on a toujours fonctionné comme ça. Là, maintenant, cette philosophie-là suggère que non, il faut utiliser la nature pour valider nos valeurs morales. Je donne 3 exemples là-dessus. Je vais passer assez rapidement parce que ce n'est pas de la science de haut niveau, là, en tant que tel. Vous allez voir que c'est assez facile à réfuter. Mais c'est possible que dans des écoles, on apporte les enfants sont toujours intéressés par les animaux, les plantes, des choses bizarres. Alors, on peut facilement transformer ça aussi en discours idéologique. Alors, il faut faire attention. Par exemple, les hippocampes ont c'est un petit groupe de poissons qui a cette caractéristique que c'est le mâle qui va porter les jeunes dans une poche ventrale, abdominale ici. En fait, la femelle va déposer les œufs dans cette poche ventrale à l'aide d'un ovopositeur, qui est parfois appelé un pseudo-pénis. Il va déposer les œufs dans la poche ventrale. Immédiatement, lorsque les œufs sont déposés dans la poche ventrale, le mâle va les fertiliser et après va les protéger, ni plus ni moins. Il va même y avoir des échanges nutritifs entre le père et les jeunes dans la poche. Puis à un moment donné, évidemment, les œufs vont éclore à l'intérieur
de la poche et les jeunes vont naître complètement formés en un événement de reproduction assez spectaculaire. Alors, cette idée-là, ben, on appelle ça une inversion des rôles sexuels et évidemment, ça a été récupéré par le discours antibinaire disant que la gestation des mâles remet en question la binarité sexuelle en particulier, et aussi, dans toute la littérature, on va parler de la gestion des mâles, le pseudo-pénis des femelles étant des phénomènes naturels et biologiques. Ça soutient l'idée que la gestation n'est pas seulement l'affaire des femmes ou que le pénis n'est pas présent uniquement chez les hommes. Donc, on est allé chercher dans la nature quelque chose qui confirme nos valeurs morales, notre pensée idéologique. Alors, évidemment, la réponse scientifique à ceci, c'est que l'inversion des rôles sexuels chez les hippocampes n'a absolument aucun impact sur la binarité universelle des sexes. Si on sait que on a un pseudo-pénis sur une femelle, c'est parce qu'on sait qu'on a une femelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a l'individu qui va produire les gros gamètes. Si on sait que c'est le mâle qui est enceint, ben c'est parce qu'on sait que l'individu qui est enceint, c'est celui qui produit les spermatozoïdes. Alors, on sait que, donc, il n'y a pas de challenge ici à la binarité sexuelle du tout. Alors, mais ça reste un des symboles du discours transgenre à ce niveau-là. Évidemment, au niveau humain, la biologie des hippocampes n'a absolument rien à voir avec la biologie humaine. Je veux dire, la gestation mâle est une impossibilité chez les mammifères et les femmes transmasculinisées, les personnes non-binaires nées femmes, peuvent devenir enceintes parce que ce sont et seront toujours des femmes. Point. Ça, c'est la réalité biologique. Alors, évidemment, si on manipule le discours pour nous donner une autre perspective, bien là, évidemment, je trouve que c'est une opération malhonnête et certainement pas un phare pour la pensée critique. Alors, deuxième exemple, les hermaphrodites. Alors, donc, c'est quelque chose qu'on m'envoie tout le temps, des commentaires sur l'hermaphrodite, surtout je suis un spécialiste des poissons. Alors, on me dit toujours, ben, regarde, les hermaphrodites, c'est la preuve que le sexe n'est pas binaire. Ah bon. Alors, qu'est-ce que c'est que les hermaphrodites? Alors, les hermaphrodites, ce sont en fait, il y a deux types d'hermaphrodites. Il y a ceux qui sont capables de changer de sexe, c'est-à-dire de passer de producteur d'un type de gamète à un producteur d'un autre type de gamète, et ceux qui sont capables d'être actifs sexuellement, d'être capables même d'autofécondation. C'est le cas, par exemple, ici des poissons clowns. Certains mâles vont devenir femelles. Chez les girelles à tête bleue, certaines femelles vont devenir mâles, dépendant de certains contextes sociaux et environnementaux. Et finalement, on a un petit poisson, une Kili des mangroves, qui, lui, est tellement en faible abondance dans son environnement qu'il a évolué des gonades mâles et femelles actives et s'il ne trouve pas de partenaire, il peut s'autoféconder. Alors donc, c'est des modes de reproduction qui sont observés en nature. L'argument antibinaire ici, c'est que l'hermaphrodisme impliquerait l'existence d'un troisième sexe. Alors donc, la binarité ne fonctionnerait plus. Puis aussi, ça suggère que le changement de sexe chez les humains est biologique, évolutif et naturel. C'est des citations, là. C'est pris des éléments de citation. Alors donc, encore ici, on essaie de banaliser ce genre de notion. Alors, la réponse scientifique est simple. Les individus hermaphrodites produisent les deux types de gamètes connus. Il n'y a pas de nouveau troisième type de gamète. Il n'y a pas de troisième sexe en tant que tel. Les changements de sexe sont impossibles chez l'humain. Il n'y a rien de naturel et évolutif dans une transition sociale, hormonale, chirurgicale. Là, vous allez me dire, c'est un peu éditorial, mon affaire, mais quand même, ça reste raisonnable. Puis finalement, c'est vrai. On a à peu près 500 cas humains où on a trouvé des tissus des deux gonades à l'intérieur du corps et jamais on a trouvé des gonades qui étaient actives simultanément et on n'a jamais observé de changement de sexe. Alors, quand il y a ces cas-là, je pense qu'il y a un cas que j'ai lu où on a eu une personne enceinte qui avait la possibilité de produire du sperme. En tout cas, bref, c'est un peu compliqué, mais je peux vous dire que c'est vraiment une anomalie extrêmement rare, là. Une personne, et tout ça pour dire que ça apporte que ça n'a aucun impact sur l'universalité de la binarité. Le troisième exemple que je veux donner, c'est on a parfois dans les revues scientifiques, des revues de vulgarisation, parce que malheureusement, il y a une
y a certaines revues de vulgarisation qui sont devenues de scientifiques qui ont adopté la biologie queer et ça a fait des titres assez fantastiques. Alors, on parle ici de champignons avec 17 000 sexes ou 20 000 sexes. Ici, le blob, c'était une espèce d'un petit animal unicellulaire, eucaryote, dans lequel on dit, par exemple, le blob, comme nous, est issu de la fusion de 2 cellules sexuées. Elles ne sont pas appelées ovules et spermatozoïdes, car le blob possède 720 sexes différents. Alors, quelqu'un pourrait être impressionné par cette notion-là, mais essentiellement, il s'agit d'une manipulation du discours ici, en tant que tel, parce que c'est pas des sexes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que, en fait, l'argument antibinaire, c'est que les champignons défient cette binarité du sexe en nous montrant que 2 sexes biologiques ne sont pas la règle, mais plutôt l'exception. Alors, la logique scientifique ici, c'est que ce sont des espèces isogames. Une espèce isogame, ce sont des espèces habituellement unicellulaires ou très, très, très simples qui vont produire des gamètes de taille absolument identique. C'est-à-dire, la taille, pas comme les espèces anisogames qui produisent des gamètes de taille qui sont distinctes. En fait, les individus et les gamètes sont similaires. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence sexuelle. Il n'y a pas de sexe chez les espèces isogames. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que sur les gamètes, au lieu d'avoir on va avoir sur les parois des gamètes, sur la membrane des gamètes, il va y avoir des protéines, en fait des gènes qui vont avoir des variantes qui vont faire en sorte que pour un type particulier de gamètes, qui va être identifié de type plus, il va y avoir l'équivalent en nature de type moins et la reproduction va toujours impliquer comme un aimant un plus et un moins. Et si un individu produit des gamètes avec une variante plus, ben, elle ne va pas s'accoupler avec une espèce de variante plus parce que les mêmes signes s'ignorent, si on peut dire. Alors, c'est une méthode d'éviter l'autofécondation, si on veut, à l'intérieur des gamètes. Mais ce sont des individus totalement identiques. Et puisque c'est justement qu'une protéine qui, sur la membrane des gamètes qui est différente, bien, il y en a, dans certains cas, il y a plusieurs protéines qui sont différentes, de sorte que ça multiplie les possibilités d'appariement. C'est assez complexe, mais l'idée que ce sont des types d'appariement, ce ne sont pas des sexes. Le terme sexe a été utilisé justement pour hausser ou essayer de démontrer la non-binarité du sexe. Alors ici, on est dans un mode particulier parce que les espèces isogames sont de fait les ancêtres des espèces anisogames. Et il y a tout un domaine de la biologie avec des études très intéressantes qui expliquent comment on est passé de gamètes identiques à des gamètes qui sont très petits et très gros. C'est un concept intéressant au niveau évolutif, mais on comprend que, essentiellement, les espèces isogames ne remettent pas en question la binarité sexuelle. OK. Alors, si on parle maintenant des humains. Alors, chez les humains, l'idée de plus que 2 sexes, ça commence avec Anne Fausto-Sterling en 1993, qui a publié un article dans la revue de Science dans lequel elle indiquait que, de fait, elle avait découvert 3 nouveaux sexes. Alors, je les nomme, les hermes, les mermes et les fermes. Je ne vais même pas vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais en fait, c'était ce qu'elle considérait comme étant des sous-groupes d'individus qui présentent des anomalies du développement reproducteur, développement sexuel. Alors, en anglais, on appelle ça les DSD. Ce sont des personnes qui ont des morphologies et des physiologies très atypiques qui se retrouvent, là, qui ont été identifiées, qui demandent souvent un suivi médical et qui parfois, pour ces personnes-là, la qualité de vie peut être affectées s'il n'y a aucune intervention médicale. Mais il reste que, en général, ces personnes-là sont, d'un point de vue fonctionnel, c'est des personnes qui ont des chromosomes sexuels, par exemple, ayant une formule autre que XX et XY. Alors, ils peuvent avoir des formules comme XXX, XY, XYY, X0. En fait, il y a toute une panoplie de formules chromosomiques qui peuvent apparaître et ou ce sont des personnes normales de type typique, je devrais dire, de type mâle ou femelle, XY ou XX, mais qui vont montrer des anomalies du développement, que ce soit génétique, hormonal ou anatomique.
En l'an 2000, Anne Foster Sterling, avec un groupe d'étudiants diplômés, ont publié un article qui estimait le nombre de personnes intersexes dans la population. On a estimé ça à 1,7 % de la population. Il s'agit des individus qui, à la naissance, présenteraient un sexe qui est atypique, essentiellement, ou qui correspondrait aux personnes intersexes. Déjà en 2002, il y a eu une étude qui a baissé ce chiffre-là à 0,02 %. Alors, parce qu'on a établi que la plupart des anomalies du développement sexuel montraient des individus qui vont produire des gamètes mâles et femelles tout en ayant des organes sexuels externes qui étaient mâles et femelles. Alors, donc, être intersexe n'était pas nécessairement totalement différent d'être mâle ou femelle comme tel, ou posait pas nécessairement de problème au niveau de l'identification à la naissance. Donc, ça veut dire que 0,02 % de la population pour laquelle il peut y avoir une erreur d'identification à la naissance ou que le sexe soit ambigu. Malheureusement, cette révision-là, en 2002, est totalement ignorée par toute la littérature liée à l'antibinarité. On répète encore, je le voyais je pense que c'est dans le Devoir ou la presse, il n'y a pas longtemps, encore le 1,7 % est présent, alors que cette donnée-là est fausse, elle a été faussée, elle a été réfutée depuis longtemps, mais on la maintient parce qu'on veut donner une plus grande présence à ces personnes intersexes. Alors, les arguments antibinaires liés avec les personnes intersexes. La diversité des formules chromosomiques, la première. La diversité des formules chromosomiques liées au sexe indique que le sexe n'est pas binaire. Alors, je vais revenir dans une seconde. Le deuxième argument, les personnes intersexes forment des sexes supplémentaires ou sont des personnes à l'extérieur de la binarité sexuelle. Alors, je vais prendre chacun des arguments un peu pour les expliquer. Alors donc, ce qu'on dit essentiellement, et je reprends ici mon cycle sexuel humain très simplifié, alors on ne parle plus de reproduction ici, là, on parle de développement sexuel. Alors on peut éliminer cette partie-là, on garde seulement que les boîtes centrales. Et ce qu'on dit, par exemple, je vais prendre des anomalies de développement peuvent se produire, et par exemple, je prends les anomalies chromosomiques. Alors, si on prend les anomalies chromosomiques, ce qui est argumenté, c'est que de fait, on a des mâles et des femelles, mais on a également des anomalies chromosomiques qui créeraient ce qu'on appelle un sexe intermédiaire. On va les nommer les intersexes. Alors donc, on a mâle, femelle et intersexe. C'est la logique qu'on va trouver encore dans la littérature aujourd'hui. Si vous allez souvent voir ce sigle-là, mâle, femelle, intersexe. En ce moment, je vais vous montrer les définitions tout à l'heure, c'est encore très présent dans la littérature. Quand on explique le sexe, on ajoute souvent un sexe qui est intersexe. Alors donc, cette image-là, je l'ai pris de la licorne du genre, qui est un des outils de propagande les plus destructeurs, je dirais, de cette réalité binaire du sexe. Alors donc, c'est la logique en arrière des intersexes. Or, quand on pense aux intersexes, si on s'appuie sur la définition binaire du sexe, l'idée, c'est de produire des gamètes. Alors, les personnes intersexes vont souvent produire des gamètes. On ne peut pas ignorer la reproduction dans ce cas-là. Alors, essentiellement, ce que je démontre ici, c'est que vous avez toutes les diverses formules possibles. Il y en a d'autres, mais j'en ai mis 3 ici. Alors, les formules ici, X0 ou XXX, les personnes, si elles sont fertiles, vont produire des ovocytes. Donc, ce sont des femelles. Il n'y a pas de... Et de la même façon, si vous avez des formules comme XXY ou XYY, si les personnes sont fertiles, elles vont produire des spermatozoïdes. Donc, ce n'est pas un sexe à l'extérieur de la binarité, c'est de fait, ça fait partie de la variabilité à l'intérieur des mâles et des femelles. Mais on maintient toujours cette idée d'intersexe, c'est partout. On va en parler plus tard. Donc, l'argument antibinaire, le premier, c'est celui-ci. La réponse scientifique, c'est les chromosomes sexuels ne définissent pas le sexe. C'est très important. J'ai souvent des gens qui vont m'écrire et vont dire, regarde, les mâles, c'est XY, les femelles, c'est XX, ça finit là. Alors, non. Les chromosomes ne définissent pas le sexe. En fait, ce sont, encore ici, c'est toujours la capacité de produire des gamètes qui définit le sexe. Alors, mais les chromosomes sont des déterminants du sexe. Dans les zygotes, ils vont indiquer quelle va être la voie développementale de l'embryon. Et il y a 2 voies possibles seulement. Celle qui va mener vers la production de gros gamètes, celle qui va mener vers la production de petits gamètes.
Alors, donc, les chromosomes en tant que tels ne définissent pas le sexe, ils déterminent le sexe. Deuxièmement, utiliser les chromosomes pour définir le sexe, bien, ça affecte l'universalité du concept parce que les chromosomes, le système XY est unique aux mammifères et à quelques autres groupes, mais de fait, si on y pense comme il faut, on regarde les oiseaux, par exemple, ils n'ont pas un système XY, ils ont un système ZW, où c'est la femelle qui va présenter des gamètes différents, des chromosomes sexuels différents, ZW. Et même, il y a certaines espèces qui n'ont pas de chromosomes sexuels, dont le sexe de la progéniture va être lié à la température de la ponte. C'est-à-dire, dans la ponte en tant que telle, les œufs qui vont être souvent, par exemple, un crocodile, c'est enterré, bien, les œufs qui sont au centre de la pompe vont être plus chauds, les œufs à la marge vont être plus frais, donc les deux vont produire un sexe différent. Je pense que c'est la femelle au centre, puis mâle à l'extérieur. C'est la température des œufs qui va déterminer le sexe comme tel. Alors, utiliser XY pour définir le sexe, ça serait de réduire l'universalité de la définition du sexe, alors qu'on a une très belle définition qui est universelle quand on examine simplement les gamètes. L'argument antibinaire numéro 2, c'était que les personnes intersexes forment des sexes supplémentaires ou sont des personnes à l'extérieur de la binarité sexuelle. Bien, les personnes qui ont une des 40, il y en a plus que 40 anomalies du développement sexuel, vont produire, lorsqu'elles sont fertiles, soit des gamètes mâles, soit des gamètes femelles. Il n'y a pas de troisième, gamète, il n'y a pas de troisième, quatrième, cinquième sexe. C'est totalement injustifié d'ajouter intersexe comme étant des sexes distincts de mâles et femelles. Ces personnes, donc, s'inscrivent dans la variabilité des mâles et des femelles. Deuxième argument, si le porteur d'une anomalie développementale est stérile, on m'envoie souvent ce commentaire-là. Ah oui, mais s'il ne produit pas de gamètes, donc tu ne peux pas déterminer le sexe. Là, j'explique que la définition du sexe implique, c'est pas l'identification du sexe. On peut identifier le sexe en examinant l'anatomie et la physiologie. Donc, si notre animal est stérile, mais qu'il y a des testicules, on peut pas mal présumer que c'est un mâle. Okay? Si, en fait, il y a toute cette panoplie d'informations qui est disponible. Mais les arguments vont souvent me dire, ben, c'est ça un des plus populaires d'ailleurs, que ben, qu'est-ce que tu fais avec les personnes stériles? Puis je leur explique que les enfants sont stériles, que les femmes ménopausées ne produisent pas de gamètes. J'ai dit les baleines ménopausées, le beluga ont également une ménopause. Alors, à un certain âge, ils ne produisent plus de gamètes. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas identifier le sexe? Alors, donc, souvent, l'argument arrête à ce moment-là. Je me fais dire des bêtises, puis on arrête. Alors donc, le fait que le sexe d'une personne soit difficile à identifier ou ambigu, ça ne remet pas en question la binarité. C'est logique. Alors, je mets cette définition-là parce que pour montrer que c'est réel, là, le problème, dans le sens que ça, c'est une décision, une définition du sexe d'un document du gouvernement du Québec publié dans Famille et Soutien. La définition est très, très longue. Hein? Alors, déjà, c'est une indication qu'on fait des grands efforts ici pour rendre la chose confuse. Je vais l'améliorer pour vous. On va se confier juste à la deuxième partie. Toutefois, la binarité ne tient pas compte de la diversité réelle des sexes puisqu'elle n'inclut pas les personnes intersexes. Alors, c'est là, c'est partout, alors que ça n'a aucune réalité biologique d'affirmer ceci. Maintenant, je vais parler de l'autre portion de cette définition-là, qui est le sexe comprend les caractéristiques biologiques d'une personne, ses organes génitaux internes, externes, ses taux d'hormones et ses chromosomes sexuels. C'est souvent cette définition-là qu'on va voir. En fait, vous remarquerez ici, puis ça va revenir tout le temps, on ne parle jamais de reproduction. Okay, dans ces définitions-là. Déjà, là, ça doit vous mettre un indice qu'on n'est plus dans le mode binaire. Là. Alors, c'est sûr, parce que si on parlait de reproduction, il faudrait parler de gamètes. Alors, donc, on évite de parler de reproduction. Alors, c'est la deuxième partie, c'est le sexe en tant que spectre. Alors, c'est très difficile à définir le sexe en tant que spectre. Il y a 2 livres qui sont sortis récemment là-dessus, le Spectrum of Sex et Sex is a Spectrum. Alors, donc, ces 2 livres-là, je les ai lus. Essentiellement, le mot spectrum est à peu près 2 ou 3 fois dans le texte du livre. Le reste du livre, c'est de montrer pourquoi c'est impossible que ça soit binaire. Alors, c'est la démarche habituelle. Le dernier livre qui est sorti en 2025 par Princeton University Press, qui habituellement publie des livres intéressants, c'est une horreur au niveau de la biologie. La quantité d'erreurs biologiques qu'il y a dans ce livre-là pour justifier le spectre est assez phénoménale. Mais je ne vais pas insister trop sur ces livres-là.
Je vais parler d'un autre livre un peu plus tard. Également, ce qui nuit beaucoup à la binarité du sexe, c'est le fait que certains magazines scientifiques de vulgarisation, dont Scientific American, Science News, sont complètement embarqués dans cette mouvance anti-binaire et ont publié un paquet d'articles. On peut de tous les lire, mais vous allez voir ici que, essentiellement, là, si je résume tous ces titres-là, le sexe est beaucoup trop complexe pour être binaire. Ce serait la phrase qui résumerait tout ça. Et malheureusement, c'est ça qui fait mal à la science, c'est quand des revues scientifiques de vulgarisation publient des énormités comme celle-là. Et alors maintenant, évidemment, moi, quand je fais un argument binaire sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on m'envoie des titres, on m'envoie des liens, puis on dit « Garde, t'as pas raison, t'as tort ». Alors que cette logique-là, ici, est facilement réfutable. Au Québec, on a un auteur, Michel Doré, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, et dont le dernier, en 2024, qui est particulièrement intéressant. J'ai pas de... quand on lit un livre de Doré, je trouve il est d'une gentillesse et d'une générosité envers tout le monde, tellement qu'on s'y perd à savoir quoi et quoi. Mais dans ce livre-là, il a écrit un chapitre sur le sexe. Et je vais faire une critique de ce chapitre-là dans les prochaines diapositives pour montrer ce que c'est que le spectre. Alors, qu'est-ce que le sexe en tant que spectre? Alors, j'ai fait une définition. C'est une notion qui stipule que le sexe biologique est trop complexe ou variable pour se limiter à une définition binaire. C'est souvent ça ça se limite parfois à ça. Il y a eu une émission, un reportage à l'émission Les Défricheurs à Radio-Canada en janvier où j'ai fait une plainte à l'Ombudsman. Ça n'a absolument rien donné. Mais il reste que, essentiellement, pendant près de 10 minutes, l'animatrice a dénigré, a parlé d'intersexe, a parlé de chromosomes, a parlé de toutes sortes de choses pour dire que le sexe n'est pas binaire. C'est en réaction à un décret du président Trump, en plus, qui disait que le sexe était binaire. Alors, et la dernière phrase de sa présentation, c'était « il est clair que le sexe est un spectre ». Puis ça finit là. Alors, qu'elle n'a jamais expliqué c'était quoi le spectre, mais elle a passé son temps à dénigrer la binarité. Donc, c'est un peu comme la solution des décrypteurs. Oui, désolé. Merci. Décrypteur. Alors donc, c'est ça. Alors, mais si on va un peu plus en détail sur cette définition-là, le sexe correspondrait à un spectre car il doit tenir compte d'un large éventail de caractéristiques biologiques non binaires, notamment les chromosomes, les hormones, les gonades, les organes génitaux, caractères sexuels secondaires. De plus, il doit tenir compte des morphologies particulières des personnes intersexes qui sont hors de la binarité. Donc, ici, alors que les personnes intersexes servaient à ajouter des sexes, la logique du sexe en tant que spectre, c'est de faire disparaître les sexes. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos. Et souvent, ces deux notions-là sont mises en parallèle dans le même ouvrage, alors que c'est des notions contradictoires. Un veut créer des sexes, l'autre les faire disparaître. Alors, mais la logique, des fois, échappe et mince dans ce discours-là, je peux dire. Alors, je reviens à mon image. Évidemment, quand on parle du développement, bien, encore ici, jamais on va parler de reproduction. Alors, donc, on parle du développement sexuel. Alors, ici, on parle de développement sexuel, mais on n'est pas d'accord de l'existence de deux sexes. On veut de faire disparaître les sexes. Alors, comment on représente maintenant les sexes disparaissent, puis là, on aurait un spectre ou un continuum avec les individus seraient donc dispersés sur le continuum en deux pôles, on présume mâles et femelles, qui ne sont jamais définis. OK? Alors, donc, c'est l'idée d'un spectre. Doré, dans son livre, explique un peu sa vision du sexe. Alors, vous allez voir que le mot sexe revient souvent, mais jamais dans le cadre de la reproduction. OK? Mais je vous explique. Alors, selon lui, évidemment, quand on identifie le sexe d'un bébé à la naissance, on regarde les organes génitaux. Mais ça veut dire que le sexe est assigné, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, supposément, à cette désignation-là, alors que la réalité, c'est 99,98% du temps, c'est exact. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, donc, il y a 5 critères pour déterminer le sexe. Alors, il y a sexe chromosomique, sexe gonadique, sexe hormonal, les organes sexuels internes, organes sexuels externes. Alors, il aurait pu mettre sexe des organes externes. C'est la même chose. Ce sont tous des différentes sortes de sexe. Alors, n'oubliez pas, on essaie de définir le sexe. OK. Alors, selon Doré, on assignerait le sexe à la naissance pour refléter une incertitude par rapport au sexe réel. Alors, donc, c'est parce que le sexe a 2 autres volets. Alors, les 2 autres volets sont les suivants.
Le premier, c'est le sexe anatomique, un autre sexe. Identifiable à l'anatomie actuelle, c'est-à-dire, essentiellement, c'est possiblement différent du sexe assigné à la naissance. Donc, ce sexe-là, ça s'adresse au 0,02% de la population, les individus intersexes, pour lesquels on a fait une erreur d'assignation de sexe à la naissance. Ça, c'est le sexe anatomique. Le troisième type de sexe, et ça c'est intéressant, c'est le sexe d'appartenance. Le sexe d'appartenance, c'est l'identité de sexe. Alors, tenez bien ce terme-là, identité de sexe, parce que c'est partout dans le cours CCQ. Alors donc, l'identité de sexe, c'est de faire référence à la conscience et la conviction profonde d'appartenir à une catégorie de sexe. Ce que ça veut dire, essentiellement, c'est qu'il parle des personnes transgenres. Il parle du 0,19% de la population québécoise. Le nombre n'a pas d'importance, mais je veux dire, il reste que c'est cette réalité-là qui le transmet. Alors, si je mets ça sur une forme graphique, alors on aurait donc le sexe anatomique qui inclurait ces 5 sexes-là et le sexe d'appartenance sur le dessus. Le nombre de fois qu'on voit le mot sexe, là. Alors donc, ça, c'est des critères pour identifier ce sexe. Essentiellement, si les personnes intersexuées, selon Doré, auraient au moins un élément du sexe anatomique qui est dissonant par rapport aux autres sexes. Par exemple, je ne sais pas moi, pour un homme, ça peut être la pilosité faciale. Alors, peut être n'importe quel critère qui est dissonant par rapport à ce que ce serait un développement typique. Alors donc, ça, ce serait pour les personnes intersexuées. Les personnes trans auraient le sexe d'appartenance qui est le sexe d'appartenance qui est dissonant par rapport au sexe anatomique. Alors, c'est assez intéressant de pouvoir mettre ça dans des belles boîtes comme ça parce que, en partie, ça permet de visualiser l'idée que peut-être pour solutionner une dissonance entre le sexe d'appartenance et le sexe anatomique, qu'une transition est possible. Alors donc, ça donne cette vision-là possible. Alors, mais on continue. Donc, le sexe d'appartenance étant fondé sur un ressenti d'appartenir à un sexe ou non, c'est en fait un synonyme d'identité de genre. Alors, c'est vraiment important de savoir. Plus tard, on va voir que ces deux termes-là sont utilisés en termes de synonymes. Alors, si moi j'aime bien les graphiques, alors je vous présente un graphique d'un spectre. Ce n'est pas tiré de la littérature. Mais c'est la réalité. Alors, essentiellement, le spectre, le sexe en tant que spectre, c'est établi en 2 pôles, ici mâle, femelle, un changement graduel fondé sur certains critères. Alors, ce sont les 5 critères que Doré a indiqués. Alors, imaginez, je ne sais pas moi, qu'on codifie les traits, chacun des traits qu'on peut trouver à l'intérieur de ceci. Par exemple, on codifie la pilosité de 0 à 10, 0, peu de poils, 10, beaucoup de poils. Alors, ou peu importe le caractère. Puis, on additionne tout ça pour chaque trait, puis on aurait un chiffre à la fin qui nous dirait à quel endroit on se situe sur le spectre. Essentiellement, ça veut dire que si on le fait pour tout le monde, ça veut dire qu'il y aura presque autant de sexes que de personnes. Il y aurait une infinité de sexes. Mais n'oubliez pas que l'objectif ici, ce n'est pas vraiment de définir le sexe, c'est surtout de rejeter la binarité. Alors donc, ça a toujours été cet objectif-là parce que c'est un leitmotiv, si on veut, de ce genre de pensée-là. Alors, le sexe binaire est remplacé par une notion de sexe propre à chaque personne. Alors, il y a un sous-argument associé avec le sexe en spectre, c'est le sexe en construction sociale, c'est-à-dire que le sexe en tant que construction sociale. Alors, je revise l'argument anti-binaire ici, pour que ça soit... Il y a 4 éléments, 4 arguments qui sont dits. Premièrement, si le sexe est un spectre, comme je viens d'expliquer, alors il est impossible d'avoir une ligne de démarcation objective entre mâle et femelle. Donc, ma ligne ici disparaît. Alors, on continue. Alors, si la séparation mâle-femelle est arbitraire, alors on peut dire que la binarité sexuelle est une construction sociale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui décide, qui met à l'hôpital une étiquette mâle puis une étiquette femelle. Donc, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de trait qui ferait la distinction. Alors donc, on peut dire que la binarité sexuelle est une construction sociale. Et si le sexe binaire est une construction sociale, on peut poser la question, pourquoi étiqueter les humains dans des catégories arbitraires, hommes-femmes, à la naissance? Okay? Alors, il serait beaucoup plus efficace de laisser les humains identifier leur sexe selon leur ressenti.
c'est-à-dire selon c'est l'identité de genre. Vous voyez l'idée de transformer une définition en quelque chose qui n'a plus de résonance scientifique, il n'y a plus de résonance matérielle, puis de l'utiliser à ses propres fins et fins idéologiques. Alors ici, ce serait l'argument en tant que de sexe en tant que construction sociale. Alors, la réponse scientifique à ça, c'est relativement simple, mais il faut le dire. Donc, il n'y a pas grand monde qui le dit, malheureusement. La définition du sexe spectral, c'est inutilement complexe. On a une belle définition avec les gamètes, très simple, qui explique pour toutes les espèces à reproduction sexuée, qu'est-ce que le sexe. Là, on ajoute des niveaux de complexité partout. On est rendu avec 9 sexes différents. Elle est confuse. Elle amalgame le sexe et le genre, parce qu'on a maintenant le sexe d'appartenance qui est de fait un genre. Puis, c'est une définition typiquement anthropocentrique. Alors, j'ai bien hâte, moi, en tant que biologiste, de savoir comment mes collègues biologistes, dans les cours de sciences naturelles, vont expliquer que, ben, regarde, il n'y a pas de chat puis de chat, là. C'est un spectre. Il n'y a pas d'orignaux mâle, femelle. Non, c'est un spectre, là. On ne peut pas dire qu'il y a des mâles, femelles. Alors, comment on va relier ça à la réalité de la diversité de la vie? C'est impossible. OK? C'est vraiment un tissu idéologique qui est anthropocentrique. Alors, donc, puis ça résulte en un nombre infini de sexes. Alors, une définition du sexe ne tient pas compte de son rôle dans la reproduction ou de la présence de 2 types de gamètes. C'est une définition qui est fausse. C'est un déni de réalité. Alors donc, c'est ça qu'on enseigne à nos enfants. La biologie des traits sexuels ne définit pas le sexe, mais la conséquence du sexe. D'avoir tous les traits associés avec le développement sexuel, ça ne définit pas le sexe. Une analogie que je fais souvent, c'est penser à une définition d'une automobile. Une automobile, c'est un véhicule motorisé à 4 roues, capable de transporter 2 à 6 passagers. On pourrait discuter des paramètres, mais là, disons que si je prends l'analogie ici, ben, on ne peut pas dire que ma définition n'est pas bonne, parce qu'il faut que la définition tienne compte de toutes les couleurs d'automobile, de toutes les marques, de tous les moteurs, de tout l'électrique. Ah non, c'est bien trop compliqué, l'automobile, pour se limiter à une simple définition. Mais c'est le genre de raisonnement qu'on a, malheureusement, avec le sexe. Les traits sexuels sont le résultat du sexe, ils ne sont pas la définition du sexe. Le développement sexuel n'est pas un cumul de traits liés au sexe, mais le résultat d'un processus développemental coordonné, séquentiel et hiérarchique de traits qui commence par le zygote, qui culmine dans une anatomie physiologie capable de produire l'un ou l'autre des 2 types de gamètes. C'est faux de dire que c'est un cumul de traits. Mes 5 boîtes de sexe, ce n'est pas indépendant. Tout ça, c'est étroitement relié. S'il y a un petit changement chromosomique, ça a un impact partout. Alors, on ne peut pas simplement les analyser indépendamment. Dire que s'il y en a un qui est dissonant par rapport aux autres, on a une personne intersexe, ça n'a aucun ancrage dans la réalité. Puis, finalement, la fabrication de ces 2 types de gamètes réfute l'idée que le sexe est une construction sociale, car les catégories mâles et femelles sont bien réelles et bien ancrées dans la biologie, et surtout existent indépendamment de notre volonté. Le sexe existe depuis 1 milliard d'années, et après que notre espèce va être disparue, il va exister encore, si notre espèce ne fait pas disparaître tout ce qui est vivant sur la planète, va exister encore pendant très longtemps. Okay? C'est indépendant de notre volonté. On essaie de décrire ce qu'il y a dans la nature. On ne peut pas le transformer selon nos besoins. Alors, conclusion de ces 2 parties-là, les personnes intersexes ont des anatomies physiologiques qui nécessitent souvent des soins médicaux pour améliorer leur qualité de vie. Ils ont droit à tout notre respect et à toute notre empathie parce que c'est des situations qui sont difficiles. La réalité est qu'elles ne sont pas des sexes ou des personnes hors de la binarité. Ça, c'est la réalité. Elles sont des mâles ou des femelles. Ça n'empêche pas quand même de les respecter. Les personnes transgenres vivent un inconfort ou une détresse par rapport à leur sexe. Elles ont besoin d'un suivi psychothérapeutique. Encore ici, elles méritent tout mon respect, j'en connais quelques-uns, et notre empathie, parce que ce n'est pas des situations faciles. Mais la réalité est qu'elles ne peuvent pas changer de sexe, et il n'y a pas de sexe non-binaire. Elles seront toujours des mâles ou des femelles. Alors, à la naissance, évidemment. Alors, c'est quoi la stratégie ici? C'est quoi l'idée de déformer, déconstruire une définition aussi simple? Bien,
essentiellement, ça peut être résumé avec la première phrase. Modifier notre rapport avec le réel par la manipulation du discours. On n'est pas ici dans un mode de réfutation. Il n'y a aucune réfutation. On ne peut pas réfuter le sexe binaire. On a essayé de le faire, mais on n'a jamais trouvé de troisième gamète ou de troisième sexe. Et l'analyse des données existantes fait en sorte qu'il n'y a pas de doute que le sexe est binaire. Alors donc, les socio-activistes, parce que j'ai décidé de les appeler comme ça, parce que c'est beaucoup plus que tout simplement les trans-activistes, c'est vraiment des socio-activistes, parce que beaucoup de personnes qui sont impliquées là-dedans, qui n'ont rien à voir avec le transgenrisme ou l'intersexualité. Alors, ces gens-là se sont rabattus sur une modification arbitraire du sens des mots. Alors, ces nouvelles définitions arbitraires, par exemple les définitions du sexe, ont servi d'outils pour créer une réalité qui est compatible avec des visées particulières de justice sociale. On a entendu Normand Baillargeon en parler un petit peu hier. On a créé une réalité, on a créé des mots pour pousser des éléments de justice sociale. Alors, pourquoi? Alors, l'argument principal, c'est toujours paraître plus inclusif, donner plus de visibilité et de droit aux identités genrées et aux minorités intersexes. Ça, c'est ce qui apparaît plus. Mais la réalité profonde, c'est que c'est un programme politique, à mon avis, c'est de déconstruire les réalités binaires en société. Déconstruire la réalité homme-femme, homosexualité, hétérosexualité, féminité, masculinité, qui sont jugés comme étant des mécanismes d'oppression. Alors, c'est tout le concept du postmodernisme. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il reste que c'est ça le véritable transport. Moi, je considère en partie que les personnes transgenres et les personnes intersexuées ont été instrumentalisées pour cette cause politique-là. Mais c'est mon avis. C'est débattable. Alors, le cœur du problème, admettre que le sexe se situe sur un spectre implique le rejet de la réalité biologique et évolutive qui distingue les hommes des femmes. C'est à l'origine d'importants enjeux sociaux qui vont être discutés, j'en suis convaincu, dans les prochaines présentations, notamment concernant l'équité, la sécurité dans les sports féminins, le maintien d'espaces non mixtes pour les filles et les femmes. Ça empêche l'accumulation de données pertinentes pour les deux sexes concernant les risques de maladies, de violences, blessures. En fait, il y a une réalité biologique femme, il y a une réalité biologique homme. On doit en tenir compte, et entraîne la disparition d'un identifiant fiable dans la société parce qu'il est invariable. Donc, c'était fiable comme identifiant. Alors, juste avant de passer à l'école, et je m'excuse, j'ai encore probablement pris trop de temps, là, je vais faire mentionner deux choses à propos du cadre juridique. Ici, ce sont des extraits de la Loi canadienne des droits de la personne, la Charte québécoise des droits de la personne. Je veux juste que vous portiez attention aux mots soulignés, c'est qu'il y a une protection contre la discrimination illicite envers l'identité ou l'expression de genre, et que dans les deux chartes, et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il ne faut pas oublier aussi que le sexe est là-dedans. Alors donc, la discrimination en fonction du sexe doit être certainement est un motif illicite de discrimination. Là où j'ai un problème sérieux, c'est l'article 70-11 du Code civil du Québec qui stipule que la mention de sexe figurant à l'acte de naissance, décès d'une personne, désigne le sexe de cette personne constatée à la naissance ou encore son identité de genre. Alors, on confond encore ici sexe et genre, alors que ce n'est pas du tout la même chose, et ça a des conséquences importantes. Alors donc, parmi les conséquences, ça associe la mention du sexe d'une personne sur tous nos documents légaux à un ressenti, alors que le sexe, c'est une réalité objective inaltérable. Ça rend légal l'auto-identification du sexe, qui est le problème majeur de à peu près toutes les controverses qu'on a actuellement liées à cette définition bancale du sexe. Nuit directement aux droits fondés sur le sexe, spécialement pour les femmes, puis nuit à la qualité d'éducation. Alors donc, si je touche à l'école maintenant, rapidement, pour ce qui est le respect des droits fondés sur le sexe, ça implique donc, là je vais être vraiment pratico-pratique, présence de blocs sanitaires, vestiaires non mixtes pour garçons-filles, toilettes individuelles universelles, c'est atteint. En ce sens qu'il y a eu une directive ministérielle l'année dernière qui fait que dans les nouvelles écoles, on va avoir ce genre de respect-là pour l'identité sexuelle. Avant, mais elle a été menacée. Et probablement que dans certaines écoles, c'est encore un problème. Deuxièmement, l'obligation d'avoir des catégories fondées sur le sexe pour les sports de compétition, même à l'école.
Alors, il reste que la logique en arrière de ceci, c'est qu'il existe évidemment des différences fondamentales entre les hommes et les femmes du point de vue physique et psychologique. C'est bien, j'ai mis des références parce que c'est bien appuyé par la science. Ces différences-là sont liées en grande partie à l'histoire évolutive de nos rôles reproductifs. Les différences entre mâles et femelles, c'est le résultat de l'évolution de chacun des sexes au cours de millions d'années. Donc, ça veut dire que c'est une réalité physique importante qu'on doit tenir compte. C'est pas simplement... et ça vient, ça, avec des différences fondamentales. Certaines de ces disparités-là physiques entre les hommes et les femmes se transforment en ce qui est appelé des avantages physiologiques masculins, que je vais appeler APM, parce que c'est long à dire, avantage physiologique masculin, lorsqu'il est question de compétition sportive. On a vu ça aux Olympiques et dans les récents championnats mondiaux, on a commencé à tenir compte vraiment de ceci. Cet avantage touche la structure squelettique, la masse musculaire, la force, la puissance, l'endurance, la capacité aérobie. C'est reconnu depuis longtemps. Mais évidemment, avec les nouveaux enjeux sociaux qui existent, notamment associés avec les personnes intersexuées et l'identité de genre, bien, il y a eu une perturbation là-dessus. Mais il faut retourner donc au rationnel pour décider de l'éligibilité dans les catégories féminines. Alors, il a été déterminé que ça devait être fondé sur l'absence de l'avantage physiologique masculin, l'absence de l'APM, et non pas sur l'identité de genre. Alors, le critère d'éligibilité qui a été mentionné, c'est vérifier les chromosomes sexuels des compétitrices et de fait un marqueur fiable de l'absence de l'APM. Bon, il y a des petites exceptions pour certaines personnes intersexuées, relativement peu, mais ça a été mis en place pour le championnat mondial de boxe et d'athlétisme récemment, et ça a très bien fonctionné. Et on a éliminé la possibilité que des gens qui possédaient cette APM participent dans les sports féminins. Donc, on a retrouvé une équité et la sécurité dans les sports féminins. Alors, qu'en est-il de l'école? Bien, l'APM dans les écoles, bien, si vous êtes au secondaire, l'âge de près de 13 à 17 ans, il y a un consensus que l'APM prend de l'ampleur rapidement avec la poussée de croissance liée à la puberté. Donc, on doit tenir compte de ceci et certainement que c'est ce qui fait que l'APM va augmenter qu'on va du secondaire 1, par exemple, au secondaire 5. Alors, donc, on doit tenir compte de ceci. Pour le primaire, c'est plus difficile. Alors, il y a des études, mais il y a des études qui sont dans l'intérieur de l'étude qui est mentionnée ici, qui dénote qu'un APM, qu'il existe un APM plus faible, mais avec certains avantages qui sont indiqués ici. Donc, il y aurait avantage, surtout dans les années du primaire, donc 4e, 5e, 6e année, s'il y a des compétitions sportives, toujours avec l'idée d'équité et de sécurité pour les femmes. Alors donc, c'est indiqué ici. S'il y avait une suggestion à faire, et je me lance ici, essentiellement parce qu'on n'est pas pour faire des frottis buccales avec tous les enfants pour savoir s'ils sont mâles ou femelles, comme ils font aux Olympiques, mais maintenant partout, parce qu'on ne se fie plus aux documents officiels. Les associations ont décidé de vérifier eux-mêmes. Bien, je pense qu'on devrait avoir une carte d'assurance maladie, tous les enfants en ont une, qui indique le sexe biologique. Et on devrait présenter cette carte-là pour participer à des compétitions sportives, quelles qu'elles soient, pour s'assurer qu'on est dans la bonne catégorie, ou du moins pour respecter la catégorie féminine. Et vraiment, il faudrait que ce soit, là j'insiste, le sexe biologique à la conception, pour éviter toute confusion à propos du mot sexe. Enfin, c'est une idée pour cette partie-là. Alors, ma dernière partie va être relativement courte parce que je sais que d'autres vont en parler. Alors, je vais parler du programme CCQ. Il y a un volet éducation sexuelle dans le programme CCQ. Pour avoir lu les manuels, pour avoir lu le programme également, il y a des bonnes choses dans ce programme-là. Mais vraiment, là, tout ce qui concerne le sexe, c'est la catastrophe. Alors, donc, ça vaut la peine d'examiner un petit peu ceci. Alors, donc, j'aime bien les objectifs du programme. C'est indiqué qu'à un moment donné, qu'on met en relation des approches sociologiques et éthiques de manière à favoriser l'apprentissage du dialogue et de la pensée critique. Puis on dit les mêmes approches sociologiques et éthiques pour favoriser l'apprentissage du dialogue et de la pensée critique concernant divers éléments reliés à la sexualité humaine. J'aurais aimé qu'ils mettent un biologiste dans l'eau, là, au lieu que ce soit simplement des approches sociologiques et éthiques. Il y a des connaissances qui auraient été nécessaires, je pense, de valider au moins avant de les publier. Mais
parlons de la définition du sexe du programme CCQ. Le sexe est une catégorie qui répartit la population entre femmes et hommes à partir de caractéristiques physiologiques. À premier abord, ça semble assez logique, mais quand on analyse la définition, essentiellement, encore une fois, on ne parle pas de reproduction, on ne parle pas de gamètes. Donc, on évite de parler de binarité. C'est vraiment une définition anti-binaire. Parler de sexe sans parler de reproduction, il faut le faire. Okay? Dans n'importe quel... Au niveau biologique, c'est comme, ça n'a comme pas de bon sens, mais ça a l'air acceptable. Un qualificatif est nécessaire pour le mot catégorie. Il y a la version préliminaire de la définition disait catégorie sociale. Alors donc, plusieurs personnes ici ont envoyé des lettres au ministère pour s'assurer. Minute, là, catégorie sociale, c'est pas une construction sociale, le sexe. Alors, le ministère a corrigé en enlevant le mot social. Mais en fait, il aurait dû mettre le mot est une catégorie biologique stricte avec une ligne de démarcation précise entre les sexes. Alors déjà, là, on aurait été plus dans un cadre de binarité. Le sexe n'est pas défini à partir de caractéristiques physiologiques. Le sexe est défini en fonction d'un type d'anatomie physiologique qui produira un des deux types de gamètes. C'est ça le sexe. Cette notion vague-là rejoint le sexe en tant que spectre. L'identité de sexe et de genre. Alors, celle-là, je l'aime particulièrement. Conscience ou conviction d'appartenir ou non à l'un ou l'autre des catégories de sexe et de genre. Donc, ça veut dire que l'identité de sexe sont mis ensemble et ils sont considérés, au début, ils sont des synonymes. C'est lorsque j'ai vu et lu les livres de Michel Doré que j'ai compris que pour lui, le sexe d'appartenance, c'est la même chose que l'identité de sexe, qui est effectivement la capacité de quelqu'un de choisir son sexe. C'est-à-dire, donc, c'est l'identité de genre. Ces deux termes-là, je ne sais pas pourquoi ils les ont mis. Ils auraient dû mettre simplement identité de genre, parce que c'est ça que ça veut dire. L'identité de sexe et de genre, les deux termes sont utilisés en tant que synonymes, en tant que tels. Alors, encore ici, on confond sexe et genre. C'est la définition de Michel Doré. Et j'aimerais ajouter aussi que, encore une fois, pour remettre la science un petit peu là-dedans, aucun ressenti, aucune transition sociale, chimique ou chirurgicale ne peut changer le sexe d'une personne. C'est une réalité. Okay. Maintenant, j'ai lu le programme, puis je me suis intéressé surtout parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'était pas écrit dans le programme. Et je me suis intéressé, par exemple, au secondaire, à regarder combien de fois on retrouvait le mot fille et garçon. Alors, il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas le mot fille et garçon dans le programme du cours CCQ, mais vous allez retrouver le mot personne 82 fois. Alors, pour vous indiquer que le sexe, la réalité des filles et des garçons est gravement est invisibilisée. Les mots sexe et genre sont toujours utilisés ensemble. C'est normal, c'est des synonymes. Alors donc, on les a définis comme des synonymes. Donc, quand on parle de sexe et genre, on parle de sexe. Au primaire, les mots filles et garçons sont utilisés une fois. Je sais, c'est un accident, ils ont dû manquer. Mais le mot personne est utilisé 136 fois. Alors, maintenant, on parle de personnes, on ne parle plus de filles ou de garçons. Mots sexe et genre sont toujours utilisés ensemble également. Alors, évidemment, je ne vais pas rejeter le programme au complet. Pour avoir lu des livres, des manuels, j'ai été vraiment impressionné par la qualité de certaines choses dans les manuels. Mais pour ce qui est de l'éducation à la sexualité, on est complètement dans le champ gauche, ou je ne sais pas, bref, on est loin de la réalité. OK. Emmanuel CCQ, je vais en parler très brièvement. Marie-Claude Girard a fait une étude sur la plupart, tous les manuels, il y en a d'autres, on les a reçus récemment, où on a regardé à l'intérieur de ces manuels-là, on a posé 8 questions au départ, notamment est-ce qu'on parle du sexe binaire, est-ce qu'on parle des femmes, ou en fait, 8 questions. On a examiné tous les livres pour trouver des réponses à ces questions-là. Et essentiellement, la réalité des femmes et des hommes, ça n'existe pas vraiment dans beaucoup des livres, du moins pour ce qu'on en a vu, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'identité. Par exemple, pour la société québécoise, on parle les Québécois se distinguent par leurs traits physiques. Alors, c'est très important, comme on ne veut plus admettre que des sexes, on a des traits. Alors, il n'y a pas de femmes et d'hommes dans la société québécoise, ce n'est pas une réalité. Il y a autre chose dans cette image-là, je vais laisser Marie-Claude en parler. Dans d'autres livres, ici, on indique que chaque personne peut utiliser des mots différents pour décrire son identité de sexe et de genre. Par exemple, elle peut dire qu'elle est plus masculine et féminine, plus féminine que masculine. Chacune peut définir son identité de sexe et de genre. On est dans un mode d'identité de genre. On n'a pas besoin du mot sexe ici parce que ça n'a aucun rapport avec la réalité du sexe. La discrimination. On prévient les jeunes pour la discrimination, mais il y a beaucoup de facteurs de discrimination, mais le sexe n'est pas là.
Alors, donc, ce n'est pas un facteur important, supposément. D'autres choses. J'étais dans un des livres, j'étais aux oiseaux, il y avait un concept qui n'est pas dans le programme qui s'appelait identité biologique. Et j'ai dit, parfait, l'hérédité. Cool. Alors, je lis la définition. Ce bagage peut influencer des traits physiques, comme la taille, la couleur de la peau, les cheveux, les yeux. Jamais on va dire que ça détermine le sexe. La personne qui va être un garçon ou une fille. On ne le mentionne pas. C'est absent. Puis il y en a d'autres. Mon dernier point, c'est concernant les partenaires d'éducation. C'est bien dit dans le programme qu'il faut utiliser les partenaires d'enseignement pour enseigner le volet d'éducation à la sexualité. Alors, ces partenaires-là véhiculent une idée totalement idéologique du sexe. Alors, donc, je vous donne 2 exemples parce que j'ai déjà pris trop de temps. Alors, donc, pour JAG, c'est un organisme LGBT qui offre des ateliers de formation en milieu scolaire et professionnel. On a cette belle image où quelqu'un peut s'identifier un peu partout pour plusieurs choses, souvent avec des plus ou moins, puis doit choisir la case. En fait, il y a un profil qui peut sortir de ceci. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sexe. Et la définition du sexe correspond à celle du spectre sexuel. Elle inclut, si vous regardez ici, le sexe biologique, on a féminin, intersexe et masculin. Pour le sexe assigné à la naissance, évidemment, il y a 2 choix, féminin et masculin, parce que c'est le médecin qui décide. Mais on laisse un espace pour écrire peut-être notre feeling à propos du sexe. Alors, mais si je regarde la définition qui est donnée, parce que l'élève doit essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est, alors donc, on a évidemment un cumul de traits biologiques, exactement la définition du spectre biologique. Puis en plus, c'est un petit peu aléatoire, là, à savoir que, inexact, on parle des gènes, des chromosomes, mais je veux dire, les gènes sont sur les chromosomes, alors c'est un peu redondant. On parle des hormones, oestrogène, testostérone. Bien, tous les humains ont de l'oestrogène, de testostérone. C'est les taux qui varient. Enfin, il y a plein de choses là-dedans, puis on ajoute toujours les personnes intersexes. L'idée ici, c'est toujours que ça soit antibinaire. Il ne faut jamais que ça soit binaire, parce qu'on veut détruire la binarité. C'est l'objectif principal. Gris Montréal, je ne verrai pas dans le détail, mais ça, c'est ce qu'elle prétend. Elle comprend que les jeunes sont... à l'école, c'est important d'aller les rencontrer. C'est là que l'ignorance cède la place à la connaissance. C'est discutable quand je vois qu'est-ce qu'ils enseignent, mais leur définition de sexe est fantastique. Sexe fait référence aux caractéristiques sexuelles biologiques, c'est tout. Il n'y a même pas d'homme, femme, binarité, quoi que ce soit. Donc, c'est complètement laissé. Il n'y a pas de sexe, essentiellement. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Le sexe assigné à la naissance, c'est associé avec le système social et médical. On est parfaitement dans la définition que le sexe serait une construction sociale. Ce qui est encore plus fâchant pour moi avec le gris, c'est que dans leur guide pédagogique pour le niveau secondaire, ils font une promotion active de l'antibinarité. Ils disent aux enseignants, faites pas des groupes filles-garçons, parce que là, vous ignorez les intersexes. 0,02% de la population qui sont probablement des mâles, des femelles, hein, on s'entend, là. Mais on a créé donc ceci. On se plaint que les livres sont binaires. Mais là, on dit, utilisez ça comme élément de départ pour une discussion sur l'antibinarité essentiellement. Alors, on fait la promotion de l'antibinarité. OK, ma conclusion. Le programme CCQ, son matériel pédagogique, ses partenaires, impose dans nos écoles une définition non binaire du sexe qui n'a aucun ancrage dans la réalité et qui a pour conséquence de faire disparaître la réalité des filles et des garçons. Cette déconstruction, poussée par des socio-activistes, vise à imposer l'identité de genre, une notion d'identité où tout est flou, subjectif et fluide. Cette notion vise, sous de fausses prétentions d'inclusion, à imposer une dictature du ressenti, à embrigader les jeunes dans une pseudo-science qui peut être délétère pour les plus vulnérables car ils ne peuvent pas encore en analyser rationnellement les enjeux. Rien ne peut justifier que le volet éducation sexuelle du cours CCQ rejette la réalité du sexe binaire et endoctrine nos enfants dans une idéologie qui est une insulte à la science et à la raison. Il s'agit d'un affront sans précédent à la pensée critique. Cela est incompatible avec la mission éducative des écoles. Il est impérieux de revoir immédiatement la définition du mot sexe dans le programme CCQ et de s'assurer que la réalité des 2 sexes y est expliquée de façon réaliste, positive et constructive. C'est tout. Merci beaucoup.